Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, des Bruxellois qui sortent masqués, le cap des 50 contaminations par 100 000 habitants est dépassé. Le masque devient donc obligatoire en rue, dans toutes les communes de la capitale. Nous ferons le point en direct avec Daniel Welter. Communication du centre de crise aujourd'hui. Le nombre de nouvelles infections se stabilise, mais les différences régionales sont importantes. Analyse des données du jour avec Yves Copiters. En Espagne, les autorités reconnaissent ne pas contrôler parfaitement la situation. Avec 5000 contaminations par jour, certains parlent même de rebond et de situation critique. Elle s'appelle Kamala Harris, elle a 55 ans, est issue de l'immigration. C'est la nouvelle colistière de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Rencontre avec un médecin d'Erasme, un père surtout qui tente désespérément de récupérer sa fille. Elle a été emmenée en Pologne par la mère et la grand-mère et malgré les décisions de justice, il n'arrive pas à la récupérer. Bienvenue à vous dans ce journal. Ça y est, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics de la région bruxelloise. Le seuil des 50 contaminations quotidiennes pour 100 000 habitants a en effet été franchi. Regardez même le chiffre, on a atteint 54,4 nouveaux cas par jour entre le 2 et le 8 août pour 100 000 habitants. Donc les autorités ont du coup décidé de prendre des mesures pour limiter cette progression. Et la population semble jouer le jeu. Reportage dans le centre de Bruxelles de Dominique Dussat. Bruxelles-Ville ce matin, premier jour de masque obligatoire partout. Et la bonne surprise est que la mesure semble plutôt bien respectée. Le port du masque est plus que majoritaire, seuls de rares passants ne le portent pas. Alors évidemment, les Bruxellois ne se masquent pas avec bonheur, mais ils se masquent. Je crois que ça ne va pas être facile à faire appliquer, très honnêtement. Parce que malheureusement, le masque ça va bien quand on sait le porter pendant un court terme. Mais à long terme, ça devient difficile de respirer pour beaucoup de gens, sans oublier que le caractère belge, nous le connaissons tous. Il est assez difficile d'affirmer ne pas être au courant de la mesure. Celle-ci s'affiche en effet absolument partout. Mais bon, peut-être pas suffisamment encore pour certains. Mais encore une fois, la majorité des passants croisés ce matin appliquaient la mesure, avec un sourire que l'on devine parfois caché derrière le masque. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est le seul moyen de protection. Si. Et avec cette chaleur, c'est pas trop embêtant ? Si, mais on va pas savoir enlever le soleil, hein. C'est sûr, hein. Donc on suit le mouvement et on prend sur soi et on patience. Parfait. Encore 2-3 ans et ça ira. Positivons. Du côté des touristes aussi, on respecte plutôt la mesure. Les rares que l'on voit sans masque le sont généralement le temps d'une photo, puis ils le remettent. Il faut dire que de plus en plus de villes en Europe se masquent en extérieur. On a du mal à parler, à respirer. On a hyper chaud avec. Après, on n'a pas le choix, on s'est habitué. Nous, déjà en France, on est touristes, du coup, on vient pas de Belgique. Donc on s'est habitué, mais c'est pas simple. On aimerait ne pas l'avoir. Cela dit, pour se souvenir de cet été pas comme les autres, certains touristes optent désormais pour le selfie masqué. Restent les rebelles qui ne veulent rien savoir, comme le mannequin Peace qui, malgré les panneaux qui l'entourent, ne ressent visiblement pas le besoin de se protéger. Voilà, une mesure valable pour les plus de 12 ans. Les 19 communes de la région bruxelloise sont donc toutes concernées, même si la situation sanitaire n'est pas la même partout. Daniel Welter, les autorités régionales voulaient en fait un plan uniforme avec des règles claires, identiques pour tout le monde. Et les bourgmestres feront tout, d'ailleurs, pour faire appliquer cette mesure. Oui, effectivement, chacun va jouer le jeu. C'est normal, vous allez me dire, puisque chacun a pris part à cette décision à partir du moment où le seuil des 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants était franchi. Eh bien, c'est le port du masque obligatoire sur tout le territoire de la région bruxelloise. Ici, on se trouve à Oudergem. C'est une commune dite verte. Il y a la forêt de Swan, il y a de nombreux lacs. On est en dessous, largement en dessous des 50 nouvelles contaminations. Et pourtant, il n'y aura pas deux poids, deux mesures. C'est ce que vous nous dites. Vous, Sophie Devos, vous êtes la bourgmestre faisant fonction. Absolument. Nous pensons qu'il s'agit d'une mesure qui a le mérite d'être claire pour tout le monde. Les citoyens, les citoyennes de la région bruxelloise ne restent pas cloîtrées dans leur commune. Elles se déplacent d'une commune à l'autre. Elles ne comprennent plus pourquoi il y a des mesures différentes. Dans telle commune, on peut aller dans telle rue, pas dans l'autre. Dans telle commune, le port du masque est obligatoire dans les plaines de jeu, pas dans d'autres. Là, ici, au moins, ça a le mérite d'être la même chose pour tout le monde. Il n'est pas possible de ne pas comprendre une mesure aussi claire.
Elle s'imposait pour vous à partir de ces 50 nouvelles contaminations. Exactement, donc c'était le critère qui avait été fixé au niveau donc, de la région bruxelloise. Alors c'est vrai qu'à Ouderghem on n'y est pas encore, je vous ai entendu le dire là il y a un instant, mais le nombre de cas augmente quand même de façon pratiquement quotidienne et il n'y a plus que 5 communes sur les 19 qui sont significativement en dessous de ce seuil. Donc, il fallait quelque part prendre une mesure par rapport à cette épidémie qui reprend, je ne sais pas s'il faut parler de vague ou de vaguelette, mais qui reprend, ça c'est clair. Très concrètement, je me balade en rue, je mange une glace, j'ai une bouteille d'eau, je fais comment avec ce masque obligatoire? Écoutez, pour manger, pour boire, c'est comme lorsque vous vous installez à la terrasse d'un café, vous enlevez le masque le temps de prendre votre consommation et puis vous le remettez. Si je ne respecte pas la règle, 250 €? Alors, nous n'allons bien entendu pas directement infliger des sanctions pareilles. Il faut quand même le temps que la règle rentre dans l'esprit de tout le monde. C'est une règle qui date de ce matin. Donc, nous allons bien sûr commencer par tout un travail de pédagogie et un grand travail de prévention également. Voilà, merci donc Sophie De Vos, bourgmestre faisant fonction ici dans la commune d'Ouderghem, même si c'est une commune verte. Donc on ne vous le répétera jamais assez, mais on va vous le répéter en fait encore pendant plusieurs jours. C'est le port obligatoire du masque sur tout le territoire de la région bruxelloise. Oui, une décision prise ce matin, merci Daniel, et décision que nous allons commenter avec vous, Yves Copiters, épidémiologiste. Alors 54,4 cas pour 100 000 habitants en région bruxelloise, cela devenait trop, il fallait effectivement réagir? En tout cas, c'est une mesure qui est lisible, et donc est claire en termes de communication, maintenant qui ne fait pas la différence entre des situations locales. Et c'est surtout une mesure qui est importante en termes d'efficacité scientifique lorsqu'il y a des foules et lorsqu'il y a du monde. Elle n'a pas beaucoup de sens lorsqu'on est seul et qu'on arrive à garder ses distances de sécurité. Donc voilà, ce n'est pas une mesure différenciée, c'est une mesure globale, et on espère qu'elle aura un impact global, mais les problèmes sont plutôt à l'échelle des communes et des quartiers. Et là, il y a vraiment des clusters, des foyers de contamination, et donc c'est bien de mettre le port du masque obligatoire, mais il faut surtout aller agir dans ces communes plus à risque avec un testing et une communication plus accessible à la population. Oui, le seul port du masque n'est pas nécessairement suffisant. Il faut effectivement que les autorités aillent plus loin. Quand vous parlez de testing, ça reste toujours la clé. Tout à fait, bien sûr, puisque en fait, sur les 19 communes, il y en a une petite dizaine dans lesquelles il y a les fameux seuils de plus de 50 pour 100 000. Donc en fait, ces communes sont des clusters ou des foyers de contamination à part entière. Et donc, il faut agir comme on a agi sur tous les foyers antérieurs, c'est-à-dire, bien sûr, communiquer, faire du testing et favoriser le port du masque et tous les autres gestes barrières. Et donc, il faut quand même différencier les mesures, ne pas croire que parce que maintenant on a cette obligation globale sur la région, que tout est solutionné. Non, pas du tout. Tout n'est pas solutionné. C'est même plutôt un aveu d'échec. C'est comme si on était déjà en train de perdre le fil des transmissions des clusters qui sont dans ces communes plus à risque. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il faut quand même nuancer les choses et peut-être agir plus localement. D'accord. On vous retrouve dans quelques instants. On va évoquer tout de suite, tout d'abord, la conférence de presse de ce matin, la conférence du centre de crise, qui confirme que la hausse du nombre de cas de coronavirus se stabilise, qui parle aussi des grandes différences au niveau régional. On fait le point avec Joanne Montet. Question du jour, est-ce que c'est grave, docteur? Non, mais on veut éviter que ça le redevienne comme au printemps. Dans la province d'Anvers, on constate une stabilisation des contaminations, mais les Bruxellois doivent réagir. La plus forte augmentation, en revanche, est observée actuellement dans la région de Bruxelles-Capitale. Ici, la moyenne hebdomadaire a augmenté de 57%. On a pu calculer que si cette augmentation se poursuit, Bruxelles atteindra le niveau actuel des infections dans la province d'Anvers d'ici 2 semaines. La semaine dernière, on a enregistré plus de 4000 nouveaux cas. C'est 12% de plus que la semaine précédente. Ça représente 604 nouvelles infections en moyenne par jour. Le suivi de ces chiffres de contamination nous permet de mieux suivre l'évolution et la propagation du virus dans la population. Mais on continue bien sûr également à surveiller le nombre d'hospitalisations. Parce que pour nous, c'est le chiffre qui indique plus l'impact sur la santé. Et donc, voilà une nouvelle campagne de communication. Moi, je le fais parce qu'un deuxième été sans festival, c'est juste pas possible. Un seul été, c'est Elle s'appelle 11millionsderaisons.be. Cette campagne invite les citoyens à respecter 6 règles d'or et à poster un message expliquant leurs raisons. Moi, personnellement, je suis les 6 règles d'or pour notamment pouvoir retrouver les grandes tablées qui s'éternisent avec des membres de ma famille ou des amis.
Et voilà, il a montré l'exemple, à vous de vous y mettre, et si ça marche, ça devrait faire 11 millions de messages. Voilà pour la situation en Belgique. Par contre, rien ne va plus. En Espagne, le pays enregistre quelques 5000 contaminations par jour. C'est plus que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie réunis. Une situation inquiétante, même si le gouvernement justifie en parlant d'une augmentation du nombre de tests. Lucie Dendoven. Une ville fantôme. Personne dans les rues, des commerces fermés. Nous sommes à La Morena, au nord de Madrid. Ces 32 000 habitants reconfinés depuis vendredi dernier. Une ville après bien d'autres au Pays Basque, en Catalogne ou en Aragon. Car aujourd'hui, l'Espagne fait face à une recrudescence de l'épidémie inquiétante. 4 923 nouveaux cas quotidiens en moyenne la semaine dernière. La transmission, bien que principalement due aux foyers et aux cas associés à ces foyers, est également affectée par un certain niveau de transmission communautaire, comme chacun sait, dans certaines régions d'Espagne, essentiellement autour de ces foyers, et qui génère une transmission qui n'est pas parfaitement contrôlée. Aujourd'hui, c'est un qui tout double pour l'Espagne. Nous sommes actuellement à un point où les choses pourraient s'améliorer ou s'aggraver dans les prochains jours et semaines. Et cela signifie qu'il faut redoubler d'efforts et essayer de freiner les nouveaux foyers avant qu'ils ne se compliquent. À Fuengirola, en Andalousie, la police arpente les bars et les nightclubs de la ville. Il vérifie que les mesures de distanciation sociale sont bien respectées partout. En été, la ville double son nombre d'habitants avec l'afflux de touristes. Une situation paradoxale. On ne peut tout simplement pas ouvrir les frontières et demander à tout le monde de venir et en même temps demander qu'il n'y ait aucune vie nocturne, pas de contact social et pas d'amusement dans le sens où nous y sommes habitués en été. La saison touristique en Espagne a désormais du plomb dans l'aile et si coquillages et crustacés ne s'en sont pas allés, les touristes, eux, y risquent de ne pas tarder. Yves Copiters, 108 contaminations pour 100 000 habitants en Espagne. C'est 2 fois plus qu'à Bruxelles, 4 fois plus qu'en France. C'est effectivement inquiétant. Oui, là, ça devient inquiétant. Donc, au-dessus de 100 pour 100 000 habitants, nouveaux cas pour 100 000 habitants, là, ça devient inquiétant. Et c'est normal qu'ils prennent des mesures plus fortes. Mais c'est lié au relâchement des activités que l'Espagne a fait sur un plan touristique. On l'a vu dans les boîtes de nuit, etc., qui ont été les gros foyers de contamination. Donc, c'est vraiment lié proportionnellement à la l'ouverture du pays au tourisme. Voilà, tout à fait. Et donc, ils sont en train de payer, malheureusement, l'effet de ça. Mais il faut quand même rappeler que l'épidémie a un autre profil qu'en mars dernier. Ce sont toujours, et même en Espagne, des jeunes qui se contaminent avec peu de formes graves. Et donc cet indicateur de 100, 50, 60, 70 pour 100 000, ils doivent être quand même relativisés par rapport à ce qu'on a vécu en mars-avril dernier. Il y a moins d'hospitalisation. Il y a moins d'hospitalisation. Pas d'engorgement pour le moment des hôpitaux. Et il faut quand même admettre qu'on doit vivre avec ce virus. Et jusqu'à quel seuil on est capable de vivre avec ce virus? Et donc peut-être que ce seuil de 50 qui avait été identifié au début du déconfinement n'est peut-être pas d'actualité actuellement, puisqu'il ne touche pas, je dirais, une population qui est fortement à risque. Alors, est-ce qu'il faut éviter, cela dit, les voyages en Espagne, selon vous ? Alors, je ne pense pas. Il faut absolument voyager avec les mêmes mesures de protection. Alors, peut-être éviter quand même les zones rouges ou en tout cas les foyers de contamination qui sont isolés, qui sont identifiés en Espagne. Mais je pense que sur le reste du territoire, on peut voyager et se protéger comme on le fait actuellement en Belgique. Oui, et pour voir quelles sont les régions espagnoles où la Belgique déconseille d'ailleurs de se rendre pour le moment, eh bien rendez-vous sur le site diplomatie.belgium.be. Puis en Nouvelle-Zélande, on ne tergiverse pas avec la Covid. La ville d'Auckland doit se reconfiner au moins pour 3 jours à cause de 4 personnes contaminées dans une même famille, alors que pendant 102 jours, aucun cas n'avait été détecté dans cette ville d'1 500 000 habitants. La Première ministre postpose aussi la dissolution du Parlement avant des élections et depuis le début de la crise, sa gestion est saluée. 22 personnes seulement sont mortes en Nouvelle-Zélande, dans ce pays qui compte 22 millions d'habitants. Aux États-Unis, Joe Biden a choisi la personne qui va le seconder pendant la campagne électorale, celle qui sera aussi la vice-présidente en cas de victoire démocrate, car c'est une femme qui devient sa colistière, Kamala Harris. Elle est sénatrice, elle a 55 ans, une fille d'immigrés qui a toujours défendu les classes les plus populaires. Voici son portrait. Il est signé Philippe Antoine. C'est encore une histoire dont les Américains ont le secret. Kamala Harris, fille d'immigrés jamaïcains et indiennes, avait déjà été la première femme de couleur procureure générale de Californie, autrement dit la patronne des services judiciaires de l'État le plus peuplé des États-Unis. La voici désormais choisie comme candidate à la vice-présidence du pays.
What is exciting about watching this selection is that it changes the face of the future of the Democratic Party, and I think sets a tone for where we may be going when it comes to politics in this country. Devenue sénatrice en 2017, Kamala Harris s'est notamment illustrée lors de l'audition de Brett Kavanaugh, le controversé candidat de Donald Trump à la Cour suprême, en n'hésitant pas à le recadrer lorsqu'il essayait d'esquiver la question. That is not the subject of the question, sir. The subject of the question is you and whether you were part of a conversation regarding Special Counsel Mueller's investigation. The answer is no. Thank you. Dès l'annonce publique du choix de Joe Biden, les réactions n'ont pas tardé. En rue, I love Kamala. I love everything that she represents. I think that she's going to bring an incredible dynamic to the White House. I think she's really the best candidate either way, not just because she's a woman. réaction aussi à la Maison-Blanche, forcément. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. When she said things during the debates, during the Democrat primary debates, that were horrible about Sleepy Joe. Candidate à l'investiture démocrate, Kamala Harris s'était retirée de la campagne pour manque de financement et rangée derrière Joe Biden. Ils seront à nouveau réunis publiquement cet après-midi à Wilmington, la ville natale du candidat démocrate. Et je vous propose de rejoindre immédiatement l'une de nos correspondantes aux États-Unis. Bonjour, Elisabeth Guedel. Alors, cette désignation, c'est une surprise ? Écoutez, Joe Biden a pris son temps pour choisir sa colistière, mais Kamala Harris était la favorite. Les Américains la connaissent déjà du fait de sa campagne pour la nomination démocrate l'an dernier. Ils ont été séduits par son histoire personnelle. Cette fille d'immigrés, l'immigration sera un thème central de la campagne. Ils ont découvert cette femme de caractère, cette débatteuse tenace. C'est une ancienne procureure. Or, les débats, ce n'est pas le point fort de Joe Biden. Donc, elle peut apporter cette part de rêve américain et sa passion à une campagne démocrate qui ne s'annonçait pas très dynamique. Mais c'est aussi un choix risqué pour Joe Biden. En tant que vice-présidente, eh bien, Kamala Harris est susceptible de devenir présidente des États-Unis. Joe Biden a 77 ans. Il a dit qu'il voulait une femme, une personne en tout cas susceptible de diriger le pays à tout moment. Est-ce que les Américains sont prêts aujourd'hui à voir une femme occuper le bureau ovale plus qu'en 2016? Une femme de couleur, une femme noire, même après les manifestations anti-racisme suscitées par la mort de George Floyd. Et puis côté démocrate, elle est perçue par l'aile gauche du parti comme trop modérée, pas assez progressiste. Elle avait été particulièrement virulente contre la petite délinquance quand elle était procureure de Californie. Les minorités le lui reprochent. Or, c'est un électorat important pour Joe Biden. Donc Kamala Harris, ce n'est pas une surprise, mais il faudra qu'elle convainc au sein de son propre camp, tout en affrontant évidemment les attaques des conservateurs. Et elle a encore quelques semaines pour le faire. Merci beaucoup, Elisabeth. Il est 13h16. On va poursuivre ce journal avec la canicule et ses conséquences, notamment pour les plus défavorisés. À Charleroi, des mesures ont été prises, comme nous le précisera Alexis Gonzalez. Une chaleur intense, un soleil omniprésent qui frappe de plein fouet les pommes sur les arbres. Beaucoup sont en train de pourrir. La ville de Gand, comme vous ne l'avez jamais vu, notre perle d'été du jour, vous fera découvrir toutes les richesses de cette cité drapière. Mais avant cela, place au combat mené par un Belge. Il essaie désespérément de récupérer sa fille. Elle a été enlevée, emmenée en Pologne par sa mère et sa grand-mère. Et malgré les décisions judiciaires, impossible de la faire revenir en Belgique. Alors Benoît Feit, c'est un père désespéré que vous avez pu rencontrer ? Oui, Véronique, car cela fait 3 ans maintenant que Hakim Yousfi, médecin ophtalmologue à l'hôpital Erasme, tente de récupérer son enfant. Entre-temps, la maman est décédée et c'est donc désormais la grand-mère qui retient l'enfant. Et cela en toute illégalité, vous l'avez précisé. Alors, on sait aujourd'hui où se trouve cette petite fille. Elle se trouve à Radom. La police l'a retrouvée le 15 juin dernier dans un appartement de cette petite ville située à une centaine de kilomètres au sud de Varsovie. Depuis lors, le père a été autorisé à rencontrer son enfant une seule fois, pendant quelques minutes à peine, et cela sous haute surveillance policière. Durant cette rencontre, il n'a même pas pu croiser le regard de son enfant, car elle était retenue dans les bras de sa grand-mère, qui l'empêchait de se retourner vers son père. Je vous propose d'écouter le témoignage de Hakim Yousfi, qui nous décrit ces retrouvailles un peu particulières. Il était vraiment impossible d'avoir le moindre contact avec ma fille.
j'avais l'impression qu'ils attendaient tous le moindre faux pas pour me mettre des menottes et pour dire « Ah ben voilà l'arabe ». Voilà l'arabe. On sent qu'il y a un fond raciste peut-être aussi dans ce dossier. Oui, Véronique, et ça apparaît encore plus clairement dans le procès verbal établi par la police lors de l'audition de la grand-mère lorsqu'elle a été retrouvée en compagnie de sa petite-fille. Voici ce qu'on peut lire dans ce procès verbal. Ton père pédophile va venir et il va t'emmener chez les Arabes. Tu as été vendu à un réseau pédophile en Belgique. Fin de citation. Et que disent les autorités polonaises dans ce dossier ? Eh bien, contre toute attente, elles s'opposent toujours au retour de l'enfant auprès de son père. Et cela, tenez-vous bien, Véronique, pour le bien-être de l'enfant. On écoute d'ailleurs le vice-ministre de la Justice. Dans cette affaire, la situation est devenue trop traumatisante pour l'enfant. Lorsque son père l'a revue, elle avait des spasmes et ne voulait pas lâcher sa grand-mère. Le curateur a donc décidé de ne pas la remettre à son père pour protéger la santé mentale de l'enfant. Voilà, et pour ne rien arranger, Véronique, il faut encore préciser qu'une procédure d'adoption de l'enfant est aujourd'hui ouverte en Pologne, une procédure qui est actuellement soutenue par les autorités du pays. Et qui fait très peur au papa. Votre reportage complet d'ailleurs ce soir dans le JT de 19h30, Benoît, avec notamment Bernard De Vos, le délégué aux droits de l'enfant, qui sera en plateau et qui nous donnera son avis sur ce dossier. Merci beaucoup, Benoît. L'actualité, elle reste aussi dominée par cette vague de chaleur qui touche la Belgique. Les points d'eau sont pris d'assaut. De plus en plus de communes doivent d'ailleurs prendre des mesures. Exemple, au niveau de la plage de Renipon, en Brabant wallon, les distanciations sociales étaient de plus en plus difficiles à respecter. Alors l'accès est désormais limité aux seuls habitants de l'Anne, Rixensart et la Hulpe. Mathieu Bonnier s'est arrêté sur place. Ces familles viennent d'être refoulées et la déception est grande. Je trouve que c'est pas normal. Depuis hier, un arrêté interdit l'accès aux lieux de baignade pour les personnes qui ne résident pas dans une des 3 communes de la zone de police, comme cette famille. Je suis déçue parce que je pensais passer une journée à la plage, mais je peux pas. Nous, on habite à Outigny et on a juste à côté de chez nous le Bois des Rêves qui malheureusement, enfin la piscine est malheureusement fermée pour agrandissement et on essaye de trouver en vain des activités. Ça fait des années, depuis que je suis gosse, je viens ici et c'est la première fois qu'on me dit que je ne peux pas y aller. Je comprends quand même qu'il faut lutter contre ce foutu virus, mais il nous a bien gâché la vie jusqu'à présent. On va changer de programme tout simplement. On va s'adapter. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Merci. La raison de cette interdiction, la tension entre les visiteurs, trop nombreux pour pouvoir rentrer sur le site. Un climat devenu insupportable pour ce gérant. Certaines personnes, et quand je dis certaines personnes, c'est vraiment une minorité de personnes, ne respectent pas ces règles-là, sont assez agressifs, passent au-dessus des barrières. Et effectivement, dernièrement, je me suis fait même agresser en faisant rentrer une famille avec plein d'enfants et tout. Soyons clairs, on ne voulait pas qu'il y ait un deuxième Blackenberg qui se passe ici. La décision, sujet à polémique et difficile à prendre, se base sur des faits et des constatations de la police. Probablement à cause de la fermeture du Bois des Rêves, on a une clientèle particulièrement nombreuse à la plage de Renipon qui ne sait pas absorber tous ces gens. Résultat, la bourgmestre a pris un arrêté et assume aujourd'hui. Je ne veux pas avoir des incidents comme ce week-end et hier on en était proche. La mesure d'interdiction sera évaluée quotidiennement avec l'espoir d'une réouverture rapide pour tout le monde. Et les plans canicules sont déclenchés à différents endroits. À Charleroi, Alexis Gonzalez, cela passe par une vigilance accrue pour les plus défavorisés, qui sont les plus fragiles. Et d'ailleurs, un nouveau numéro de téléphone a été mis en service pour les aider. Oui, effectivement, lundi 17h, un message a été envoyé, un SMS de BiAlert annonçant la mise en service d'un nouveau numéro, le 0800 18 348. Ce numéro renvoie vers un call center géré par les fonctionnaires de la ville qui, en tout cas, filtre les différentes demandes puisqu'il y a différents profils de personnes touchées par cette canicule. Il y a bien sûr les plus vulnérables, les personnes âgées, mais ceux également qui sont en incapacité de se déplacer pour simplement acheter de l'eau ou tout simplement une personne qui auraient besoin d'aide. Alors une fois qu'on a filtré les demandes, on renvoie ces personnes vers les urgentistes, ou plutôt les urgentistes se déplacent vers ces personnes et ces urgentistes travaillent avec le CPAS ici de la ville de Charleroi et leurs missions peuvent être très variées puisque par exemple l'un d'entre eux nous a raconté qu'il a dû apporter un ventilateur à une famille qui était précarisée. C'est un numéro donc qui va permettre de centraliser des appels parfois de personnes qui n'étaient pas forcément, qui ne faisaient pas forcément partie du public du CPAS. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président du CPAS, Philippe Van Coenberg.
On s'est aperçu durant cette crise que pas mal de personnes ne connaissaient pas ni la ville de Charleroi et leur service, ni le CPS. Et c'est à eux qu'on veut s'adresser en particulier. On a vu des gens qui ne savaient pas aller faire leurs courses, qui avaient besoin d'un chauffeur pour les aider à faire leurs courses, voire quelqu'un faire leurs courses pour eux. Et c'est vraiment ces personnes-là qu'on veut toucher. Donc on espère pouvoir mettre en place un listing afin de connaître qui ils sont, de pouvoir parler avec eux, communiquer et voir s'ils vont bien. C'est un des projets pour les mois qui viennent. Voilà, et vous l'avez entendu, effectivement, un projet dans les mois qui viennent. Il faut savoir qu'ici, sur Charleroi, il y a plus de 15 000 seniors qui vivent seuls. Et donc, la ville lance un appel. Faites attention aux seniors qui se trouvent près de vous. Vérifiez s'il y a toujours de la lumière ou toujours de l'activité. Et bien sûr, si vous avez d'autres difficultés, vous pouvez toujours contacter les autres services. Différentes associations peuvent vous apporter de l'aide en cette période difficile de canicule. Voilà pour ces précisions. Merci beaucoup pour Alexis. La météo, ses conséquences aussi sur la production de fruits. Si les viticulteurs se réjouissent, les producteurs de pommes déchantent. Le soleil fait pourrir les fruits sur les arbres. Vivement donc pour eux le retour des nuages. Reportage dans un verger en SB avec Natacha Mann. Lorsqu'il regarde ses pommes, Jean-Luc est inquiet. Ces derniers jours, avec la météo que nous connaissons, jusqu'à 25% de ces belles jaunes à gold ont pris des coups de soleil. Et contrairement aux nôtres, ceux-ci ne disparaîtront pas. On voit ici, la tache ici, ça commence déjà à pourrir, elle est molle. Donc voilà, c'est pour jeter directement. Et on n'oserait pas le faire tout de suite, parce que pour le moment, celle-ci, elle protège celle qui est derrière. Donc on doit attendre la cueillette, le bon moment pour les enlever. Cette luminosité trop importante qui a brûlé les pommes est une mauvaise nouvelle, une de plus, car cela vient s'ajouter à un autre phénomène arrivé plus tôt dans l'année. On a eu en début de saison des gelées pendant les Saintes Glaces, et donc on a des pommes ici, voilà. Ce sont des cravates, donc maintenant la pomme n'a rien de mauvais, mais dans les magasins ça ne rentre pas. Et ça, on parle à certains endroits de 50% de dégâts de gel. Donc voilà, ça fait beaucoup de dégâts cette année ici. En tout, Jean-Luc pourrait perdre entre 30 et 50% de sa production. Une situation que l'on constate dans la plupart des vergers, surtout lorsque la variété récoltée est la jaune à gold, une pomme particulièrement populaire en Belgique. Donc jaune à gold est la variété la plus touchée certainement au niveau gel et au niveau des coups de soleil. Malheureusement, on pourrait changer de variété, mais on ne change pas les arbres chaque année, on les change au bout de 15 à 20 ans. Et il faudra progressivement, oui, changer un peu ces variétés pour ne plus avoir une importance aussi forte de jaune à gold dans ces plantations. Cette année, notre pays devrait produire 170 000 tonnes de pommes contre 230 000 l'an passé. Avec moins de fruits disponibles, les prix devraient augmenter, mais les fruiticulteurs ne se font pas trop d'espoir. Ils savent que d'autres pays moins touchés viendront les concurrencer. Bonjour à tous. Tous les enfants doivent retourner à l'école normalement. C'est l'avertissement des pédiatres à 3 semaines de la rentrée scolaire. Ils publient une lettre ouverte où ils retapent sur le clou. Tous les enfants doivent retourner à l'école à temps plein le 1er septembre. Ces pédiatres font partie d'un groupe de travail en charge du Covid-19. Il est important, disent-ils, que les enfants n'associent pas les écoles à des lieux dangereux. Le port du masque obligatoire partout à Bruxelles dès aujourd'hui. En moyenne hebdomadaire, le seuil des 50 nouvelles contaminations par 100 000 habitants est atteint en région bruxelloise. Sciences a dévoilé ses derniers chiffres ce matin. Le Conseil régional de sécurité bruxellois s'était fixé ce cap pour imposer le port du masque dans tout l'espace public des 19 communes et dans les lieux privés accessibles au public. Le masque pour les 12 ans et plus donc, une mesure globalement attendue par les communes bruxelloises. Il faut dire que jusqu'ici, chaque bourgmestre a décidé un peu de son côté dans quelle rue ou quel quartier commerçant il voulait imposer le masque. Désormais, la communication est plus simple. Ce sera le masque partout dans l'espace public à Bruxelles. À Anvers, par contre, les récentes mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus pourraient être assouplies dans les milieux culturels et l'ORECA. La gouverneure d'Anvers communiquera cet après-midi. Des concentrations d'ozone élevées sont encore prévues aujourd'hui avec des risques de dépassement du seuil d'information. C'est l'avertissement de la cellule interrégionale de l'environnement. Elle déconseille tout effort physique intense en l'extérieur avant 22h. Ces concentrations d'ozone diminueront seulement tard dans la soirée. Et puis en football, les demi-finales de l'Europa League opposeront dimanche
dimanche et lundi, Séville et Manchester United, ainsi que l'Inter Milan au Shakhtar Donetsk. Hier soir, Wolverhampton et Leander de Donker ont été éliminés par Séville 1-0 et Donetsk a battu Bâle 4-1. Et puis le premier quart de finale de la Ligue des Champions aura lieu ce soir entre l'Atalanta Bergame et le PSG. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Belle matinée. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Et je vous laisse avec Tendance Première. Tout à fait, retour dans l'information à 11h. Merci beaucoup Pierre-Yves. 10h, 11h30. Tendance Première, Cédric Gauthier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Tendance Première, bienvenue jusqu'à 11h30. On ira faire un petit tour dans notre joli pays en train et à vélo tout à l'heure avec nos rendez-vous, nos retrouvailles et une belle initiative dont on parlera aux alentours de 11h15. Notre dossier du jour est consacré aujourd'hui au racisme à l'école. Si vous êtes fidèle de cette émission, vous vous rappelez qu'il y a un peu plus d'un mois de cela, on en parlait déjà en séquence tribu et on a eu tellement de réactions, tellement aussi d'auditeurs et auditrices qui voulaient parler de leurs expériences à l'école, qu'on s'est dit qu'on allait consacrer aujourd'hui le dossier du jour à cette question. Vous pourrez donc bien entendu nous poser toute une série de questions, nous faire part également